Bonjour chères aventurières et aventuriers du bonheur. Cette vidéo, c'est la deuxième partie du discours du 2 octobre du président Macron. Bon visionnage. À plus. Alors, resuite, après avoir parlé un petit peu de l'histoire du terrorisme, de l'affaire Doutreau, parce que c'est très lié, hein, ça se passe sous Sarkozy. On revient donc à Macron. J'ai parlé un petit peu rapidement cette histoire du terrorisme, parce qu'il avait fait un petit état des lieux. Et donc, il est divisé en 4 ou 5 points. Alors, j'ai pris quelques notes, parce qu'aujourd'hui, je ne me souviens pas de tout. Voilà. Oui, alors, avec des conclusions... il est parti d'autres constatations, des constatations politiques aussi. C'est-à-dire que quand il dit que l'intégrisme islamique a été mal combattu ou non combattu. Alors ça, j'ai le témoignage d'une de mes plus anciennes amies, ça fait 28 ans qu'on se connaît. C'est un couple mixte comme mon épouse et moi. Et oui, m'a dit. et elle m'a fait vite. Et en fait, elle est l'aînée de 6 enfants. Son père est intégriste. Et il avait envoyé, dans les années 90, le petit frère de cet ami dans une école coranique une semaine pendant les vacances de février. Une école coranique à Nantes. Quand il est revenu, il voulait tuer tous les chrétiens. Donc cet ami a réussi à prendre la deuxième semaine son frère et il a fait un anti-lavage de cerveau pour remettre les choses en place. Il avait 10 ans. Hein. Et elle était scandalisée qu'à l'époque, donc on est dans les années 90, on puisse laisser faire ça en France. Elle dit même dans mon pays au Maghreb, il n'y a pas ça. Et à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas ça. Donc elle était vraiment scandalisée. Donc effectivement, il y a eu un laxisme politique, et ça, le président a raison là-dessus, en France, et également dans d'autres pays d'ailleurs, hein, mais en France particulièrement, sous couvert de jeux politiques contre le racisme et tout ce qui s'ensuit. Alors comme effectivement le thème c'était les séparatismes, il a effectivement bien compris, ou on lui a fait comprendre que dans un premier temps, le séparatisme islamique, la volonté de faire quelque chose à part en France, c'est dans l'objectif de prendre le contrôle du pays. Hein. Donc ça c'est clair. Donc c'est simplement un prétexte, ce séparatisme. Donc il a cité le wahhabisme, le salafisme, les frères musulmans qui n'étaient pas radicaux au départ, mais qui sont devenus rapidement. Et qui se répandent très facilement avec Daesh, etc. Il faut savoir que sur Internet, c'est assez facile et ils ont fait travailler des psychologues pour, en moyenne, on estime que les jeunes ados qui rentrent en contact, en à peu près 2 heures, ils sont prisonniers psychologiquement. Ils les ont happés. On est dans le domaine des pédophiles. Si on prend Fourniret mettait entre 3/4 d'heure et 1 h 30 pour prendre le contrôle psychologique de ses victimes. Voilà. Et là, c'est le même principe, c'est le principe donc sectaire, etc. Et en environ 2 heures sur Internet, ils arrivent à happer et à prendre le contrôle psychologique des jeunes et des adolescents qui vont sur leur site. Oui, mon amour. Pour ce que tu expliquais pour Fourniret, Daïna l'explique très bien d'ailleurs. Comment sa façon de manipuler, de lui faire croire qu'il se passera rien, qu'il veut juste fuir la police, qu'il va la libérer, qu'elle n'ait pas besoin d'avoir peur, etc. Et ensuite, je vais t'attacher pour pas qu'on croie que tu mentes, pour bien qu'on croie que tu as été agressé. Voilà, elle explique très bien cette force de manipulation, voilà, qui se joue en très très peu de temps en fait, comme Oui. tu l'expliques.
Et Dutroux, c'est pareil. N'oubliez pas que Dutroux, les deux filles qui sont libérées, là, dans son réduit, elles demandent l'autorisation à Dutroux de sortir, alors que les gendarmes viennent les libérer, tellement elles sont prisonnières psychologiquement. Donc le Daesh et compagnie procèdent de la même façon. Les lunettes. On se fait des signes, vous savez, derrière, alors je fais avec mes lunettes, je monte droit. Donc c'est vraiment un embrigadement et ça fonctionne comme les sectes. Voilà. Alors on le voit bien aussi dans les intégristes des autres religions. Intégrisme catholique, intégrisme juif, intégrisme protestant. Intégrisme athéiste, voilà. Oui, dès que tu es intégriste, voilà. Intégriste athéiste, on le voit bien, ça fonctionne pareil. Mais c'est vrai que pour le moment, on va dire que c'est pas les plus dangereux. Voilà. Même si les Israéliens, ou tout au moins certains flippent, parce qu'ils se disent qu'ils ont tellement fait venir les Juifs de tous les pays, en particulier russes, que d'ici 25 ans, il y aura une bonne partie de la population qui sera issue de familles intégristes. Moi, je suis tentée de penser que c'est l'antisémitisme qui est le plus dangereux aujourd'hui, malgré ce qu'on peut voir des attentats, etc. Hein. Bien sûr, les attentats sont extrêmement graves et Daesh est quelque chose à combattre de toutes nos forces, notre âme, notre esprit, notre prière et de tout, et par tous les moyens politiques qu'on a. Mais je suis tentée de dire de penser, pardon, qu'on cache vraiment l'antisémitisme qui est plus présent qu'on ne le pense. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais la mort d'Ilan Halimi, pour moi, le montre bien. Hein. Alors, on cache l'intégrisme, on cache l'antisémitisme, on cache racisme anti-blanc. Le racisme anti-blanc, on cache le racisme anti-chrétien. Donc, on cache volontiers un petit peu tout ça. Il faut savoir que le terrorisme islamique découle pour une partie non négligeable et peut-être majoritaire du nazisme. Hein, il y avait eu un accord entre certains imams, un en particulier, et Hitler, qui l'a reçu au Berghof, pour lutter contre les juifs antisémites. D'accord. Et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de nazis et de SS ont été embauchés en Égypte, etc., en Syrie, tout ce qui s'ensuit, pour former des combattants. Voilà. Donc, ça découle en partie ou en grande partie du nazisme. Donc ça, il faut en être parfaitement lucide. Parce que c'est jusque dans les années 60 ou 70 que des anciens SS vont faire la formation dans des pays... ça suffit, Cristalline, tu laisses nous dire. Vont faire de la formation, apprendre à faire parler les gens ou à les torturer, pas qu'en Amérique du Sud, pour Klaus Barbie notamment, mais dans un certain nombre de pays musulmans. Donc, suite à cet accord entre Hitler et un imam, etc., qui a été reçu en grande pompe au Berghof, etc. Voilà, donc suite à cette radicalisation rapide d'organismes qui, au départ, en principe, ne l'étaient pas, que ce soit wahhabisme, salafisme ou frères musulmans, mais qui le sont devenus très rapidement. Il y a eu face à ça un recul face à cette violence, un recul net de la République. C'est-à-dire ça commence sous Mitterrand, les quartiers où il y a pu, où la police a du mal à mettre les pieds, etc. Hein. Les premiers attentats par rapport à ça, on n'oublie pas, c'est 84. Hein. Donc c'est déjà Mitterrand. Et il y a un recul et qui est laissé, on magouille politiquement, Mitterrand met Le Pen sur le devant de la scène pour mieux diviser la droite, etc., pour avoir le pouvoir en 88, être élu, mais on ne s'occupe pas des conséquences de ce qui se passe dans les banlieues ou ailleurs. Voilà. Donc il y a un laisser-aller complet.
Il y a eu des erreurs similaires dans d'autres pays aussi. Donc face à ce recul de la République, ça va très loin puisque ça aboutit à des zones de non-droit Mm. où les pompiers, quand ils y vont, ils se font agresser, le SAMU aussi, où les policiers n'y vont pas, etc. Donc il y a une volonté de reconquête de tout ça. Du coup, à partir du moment où ça devient des zones de non-droit, où la République n'est plus présente, n'est plus respectée, ça devient un terreau fertile pour alimenter ces organismes-là. Hein, c'est un cercle vicieux. Voilà. Donc c'est vraiment très problématique. Ça a pris des proportions d'ailleurs très très inquiétantes. Donc face à ça, alors après il s'appuie beaucoup sur ces jeunes-là, sur ouais, si on dit quelque chose, vous êtes raciste, etc. Ou le truc habituel, vous nous avez colonisé 150 ans, et enfin vous colonisez 150 ans. Moi, j'ai calmé plus d'un Algérien par rapport à ça, en lui disant vous a colonisé, vous étiez département français, d'une part, vous n'étiez pas une colonie. D'autre part, vous colonisez les Kabyles, à qui appartenait tout le Maghreb, hein, donc les Arabes. On colonisait tout le Maghreb, etc., qui venait de la péninsule arabique. Vous colonisez les Kabyles depuis 800 ans. Est-ce que vous êtes prêt à être colonisé par eux pendant 800 ans? Là, en général, voilà, parce qu'il faut regarder sous son paillasson, il faut regarder devant sa porte. Je veux dire, la France, l'Angleterre au 19e, c'est pas les premiers à coloniser. On sait très bien que depuis des siècles, des siècles et des siècles, après les Romains, l'esclavage dans l'Afrique du Nord, l'esclavage des Noirs et tout, a toujours eu lieu. Bon, c'est pas nouveau. On peut toujours nous dire, oui, l'Algérie, ceci, cela, mais enfin, l'Algérie, la décolonisation a été faite par des partis politiques violents et intégristes, après les accords d'Évian. C'est pas calme, l'Algérie. La preuve, la guerre civile qu'il y a eu sur 10 à 20 ans, dans les années 90 jusque dans les années 2000-2010. Avec les massacres comme les mois de Tibérine, tout ce qui s'ensuit, et on pense plus de 100 000 morts dans la population algérienne. Voilà. Donc voilà, faut laisser l'histoire là où elle est, il faut en tenir compte pour apprendre à essayer de ne pas faire les mêmes erreurs. Mais le coup de la vengeance, c'est un petit peu trop facile. Et ça n'a surtout pas de sens. Alors oui, c'est ce qu'il a dit aussi, on est passé d'un terrorisme importé, bah oui, en 84, il venait de 85, les attentats, même 94, il venait essentiellement de l'Algérie, donc il venait pas de France. De même, la vague de prise d'otages, d'explosion d'avions dans les années 70, avec les Palestiniens, il venait pas de France. Ce qu'il y a eu sur le territoire, ou quand il y a eu des prises d'otages d'avions français. Mais depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle endogène, c'est-à-dire c'est interne, c'est des Français qui se forment ou décident, avec un couteau et tout, de faire des terrorismes. C'est plus des gens qui viennent de l'extérieur, pour 90% des actes terroristes, qui font des attentats en France. Donc c'est ce qu'on appelle des actes endogènes. Donc il y a eu aussi une évolution. Et on aurait dû réagir bien plus tôt. Alors il précise aussi dans les constatations que une bonne partie des terrorismes est due au radicalisme, à l'intégrisme, et il y a un petit pourcentage qui est dû à des troubles psychiatriques. Alors, est-ce que les troubles psychiatriques sont consécutifs d'un esprit qui se radicalise ou est-ce qu'ils avaient lieu avant? Je pense qu'il y a les deux. Alors après, il a fait... Alors ça, pour le moment, on ne peut pas contester ce qu'il a dit. Simplement, moi, je conteste au niveau de Sarkozy.
Sarkozy a une attitude catastrophique non seulement sur l'éducation nationale, mais également sur tout ce qui est judiciaire, policier, etc., et services de protection, services secrets, etc., au niveau national. Alors il dit qu'il y a eu des lois votées à partir de 2017, c'est possible, j'avoue que je ne m'en souviens pas. Il explique qu'il y a eu 32 attentats déjoués, c'est possible. Je sais qu'il y en a eu un à Orléans il y a quelques années. C'est possible comme... oui, Alors ça, j'avais fait une voyance là-dessus, c'est du mensonge, hein. d'accord. C'est purement et clairement du mensonge. Les attentats où ils ont fait Déjoués. croire qu'ils en ont déjoué autant, c'est faux. Je dis pas, alors attention, hein, que je sois bien claire. Je me permets de le préciser parce qu'il y a une vidéo que j'avais fait sur les attentats. Ils en ont certainement déjoué un ou deux, on va peut-être même aller gentiment jusqu'à 5, mais pas autant, ça c'est du mensonge. Ça, quand j'ai posé la question, que j'ai fait le jeu et que j'ai demandé à Saint-Michel, à mes guides, c'était non. Clairement, D'accord. c'était du mensonge. Alors je pense que ça dépend aussi de ce qu'on entend par attentat. Hein. D'accord. Ça peut être des agressions simplement de personnes, etc. Donc voilà, mais je pense qu'ils ont dû en déjouer quelques-uns quand même. Alors, il a expliqué qu'il y avait un ensemble de services judiciaires, policiers, associatifs, etc., qui avaient été déployés, donc j'aime bien l'expression à bas bruit, c'est-à-dire avec une certaine discrétion, dans une quinzaine de lieux au départ. Donc, c'est une réinstauration des droits républicains dans certains quartiers, dans une quinzaine de lieux, qui ont abouti à 212 débits de boissons fermés, 15 lieux de culte fermés, 4 écoles et 13 associations fermées. Donc, ce qui explique que ça a bien marché, donc ça devait être des gens particulièrement sérieux. Donc, il a expliqué également que ça va être étendu à l'ensemble. Oui, il y a un déploiement donc généralisé de ce type de choses, et ce qui fait que depuis le début 2020, il y a eu 93 établissements fermés, beaucoup de conférences interdites, etc. Donc je pense que là, ils ne seront pas sur les chiffres. Ça prouve que ça a été fait, et pourquoi ça n'a pas été fait depuis 35 ans. C'est là le problème, on n'en serait pas là. Donc il a expliqué également que son projet de loi et du gouvernement était fait pour renforcer et consolider la loi de 1905. Voilà. Et c'est un ensemble de lois qui sera présenté le 9 décembre 2020 au Parlement. Voilà, donc, ouais. Alors, c'est pas toute la France qui est sous la loi de 1905. Hein. L'Alsace-Lorraine ont choisi, quand ils sont revenus dans l'Hexagone en 1918, donc en 1905, ils n'étaient pas français, ils étaient allemands. Ils ont choisi de garder le concordat, peut-être bien que le pape Pie VII, entre Napoléon et le pape Pie VII, de 1804. Donc, qui instaure une relation, mais une présence religieuse et chrétienne légale dans tous les établissements. C'est-à-dire qu'en Alsace-Lorraine, l'enseignement de la religion est obligatoire, y compris dans les établissements publics. Les prêtres, les évêques sont fonctionnaires et payés par l'État. Un prêtre a le salaire d'un instituteur et un évêque a le salaire d'un sous-préfet. Faut savoir qu'ils ne gardent pas ça pour eux. La moyenne des salaires des prêtres et des évêques en France, c'est un peu inférieur au SMIC. Donc les évêques et les prêtres lorrains et alsaciens ne gardent pas ça pour eux. Ils gardent à peu près ce qu'il y a pour la moyenne nationale, et le reste, ils donnent dans des évêchés où il y a très peu de moyens. Voilà. Il faut également savoir qu'à Strasbourg, c'est qu'il y a un système, il y a 2 endroits en France où il y a des ambassades. Hein. Il y a donc Paris pour le gouvernement français, et il y a Strasbourg non pas pour le Parlement européen, mais pour le
le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, ce n'est pas le Parlement européen. Le Conseil de l'Europe regroupe quasiment tous les pays d'Europe, c'est-à-dire environ 45-46, y compris le Vatican, je crois, et la Russie, alors qu'on n'est que 27 dans l'Union européenne. Et le Conseil de l'Europe vise à faire progresser les droits de l'homme, etc., tout ce qui s'ensuit, les relations entre les différents pays du continent européen, entre eux. Voilà. Dans le cadre du Conseil de l'Europe, il y a donc des ambassades qui ont été installées pour le Parlement européen aussi. Ça marche pour les deux, c'est-à-dire pour le Conseil de l'Europe et pour le Parlement européen. Vous avez schématiquement à Strasbourg, vous avez 4 institutions européennes. Vous avez le Parlement européen, qui est donc le Parlement de l'Union européenne. Vous avez, qui est basé en priorité à Strasbourg. Vous avez le Conseil de l'Europe, dont je viens de parler, et vous avez le Tribunal des droits de l'homme de l'Europe, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, qui est aussi à part comme le Conseil de l'Europe. 4e structure européenne, c'est une structure franco-allemande, c'est la direction et une partie des studios de la chaîne Arte, qui sont également dans le quartier européen de Strasbourg. Voilà. C'est assez bien fait d'ailleurs au niveau architecture et tout. Donc voilà un petit peu. Et donc vous avez, du fait de la présence à la fois du Parlement et du Conseil de l'Europe, autant d'ambassades à Strasbourg que vous avez à Paris en fait, et des consulats. Et donc, du fait que c'est à Strasbourg, dans un département qui est sous la loi du Concordat 1804, à chaque fois qu'il y a un émissaire, un président, un Premier ministre étranger qui vient se présenter pour le Parlement, pour le Conseil de l'Europe, il doit également être invité par l'archevêque de Strasbourg, etc. Ça fait partie du Concordat 1804, donc c'est un fonctionnement complètement différent de la loi de 1905. Donc je crois qu'il y a ces deux départements-là. Donc là, il y a un projet pour renforcer la loi de 1905. Alors je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de l'Alsace et de la Lorraine, mais c'est des lois de protection. Alors bon. Et puis le but aussi, c'est de faire pression sur les élus, locaux ou non, pour que des choses comme par exemple les maires qui ont décidé que les piscines de leur ville étaient de telle heure à telle heure ouvertes que pour les hommes, telle heure à telle heure que pour les femmes, ça ne puisse pas se faire. Avec des pouvoirs supplémentaires au préfet qui puissent contrer ce genre de choses, qui ne respectent pas la loi française et la loi républicaine, et donc des moyens pour faire appliquer. Voilà. Donc une certaine pression pour que les élus ne se laissent pas aller et soient soutenus. Voilà, donc ça c'est un petit peu, ça fait partie de l'arsenal de loi qui va faire. Je continue après. Voilà, là on a dépassé les 20 minutes, c'est vraiment pour des facilités de téléchargement parce que les vidéos qui font 1 heure ou 2 heures, c'est très très compliqué et hyper long. Donc je m'excuse que nous coupions comme ça, mais c'est vraiment pour les facilités. Je reprends tout de suite après. À tout de suite.